Je pense que les conclusions de notre table ronde aujourd'hui au Géopolitique de Nantes a été que oui, de diverses manières, bien sûr par la monnaie que nous détenons dans nos portefeuilles tous les jours, les comptes en banque, l'accès au crédit et bien sûr les marchés financiers. Cette finance, elle domine le monde parce que le politique a été défaillant depuis des décennies et notamment, on l'a bien vu lors de la crise financière de 2007-2008, et donc la finance a un pouvoir qui finalement a pris le dessus sur le pouvoir politique. Le monde, on l'a appris aujourd'hui, est dominé par la puissance et l'argent, et quand on détient l'argent, on a les enjeux du pouvoir. Du pouvoir aussi sur le politique, avec des liens qui sont parfois incestueux entre le politique et la finance via le financement des élections présidentielles, par exemple, dans tous les pays, Amérique bien sûr étant le premier exemple, mais aussi dans la manière dont la finance aujourd'hui a son propre agenda, qui n'est plus celui du financement de l'économie réelle, mais de la création de richesses ou de valeurs à partir de l'argent pour faire de l'argent. Donc cette finance a pris le dessus, également pour l'accès au crédit, puisque chacun d'entre nous devons aller demander à une banque qui va choisir, selon son appétence au risque, de financer ou de ne pas financer un projet. Et enfin, même les grandes entreprises, on le voit aujourd'hui, sont dirigées non plus quasiment par des dirigeants, mais par des conseils d'administration qui sont eux-mêmes finalement une sorte de monopole financier où le profit va être le véritable but. Il y a plusieurs leviers, mais encore faudrait-il qu'on ait cette prise de conscience du fait que le monde n'est plus dirigé par le pouvoir démocratique des citoyens qui élisent des politiques et qui ensuite mènent des mesures pour l'intérêt général. En fait, sur le fond, on pourrait s'interroger, et on est un petit peu en conflit d'intérêts sur ce qu'on attend nous-mêmes de nos finances. L'argent qui est dans le système monétaire vient des banques centrales, qui ont d'ailleurs désormais le pouvoir d'imprimer de la monnaie un petit peu comme ils le souhaitent, ou de racheter de la monnaie, donc ils le gèrent, énorme pouvoir des banques centrales, quasiment sans que le politique interfère, et puis notre argent à nous, qui est placé sous forme d'épargne ou d'investissement. Tant que les retraités américains, ou même nous, avec nos produits d'assurance vie, demandons certains retours sur investissement, nous alimentons un système d'avidité, de cupidité et d'appât du gain. Donc pourquoi ne pas avoir une prise de conscience citoyenne, des exigences éthiques pour une moralisation de la finance, des sujets qui ont été évoqués déjà en 2008, mais qui depuis sont passés sous le tapis. Les autres enjeux, c'est plutôt mon pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat viendra de la rentabilité de mes investissements. Donc on est un petit peu coincé, mais néanmoins nous avons ce pouvoir. L'émergence d'autres phénomènes, les crypto-monnaies, les monnaies locales, les retours des prêts entre particuliers, c'est minuscule, ça n'a rien à voir avec les montants des marchés financiers, mais néanmoins, il y a des alternatives qui commencent à émerger avec leurs propositions, en tout cas, faites aux citoyens. Et les derniers leviers, c'est d'essayer de réguler dans un système où, depuis les années 70, et même l'opportunité de 2008 a été loupée, de réguler plus ce système. Il n'y a pas eu de volonté de régulation, parce que le politique n'en avait pas ni intérêt, ni le courage à différents moments. Mais au-delà de la régulation, qu'il faut raffermir, une fiscalité des transactions financières qui existe déjà, on pourrait généraliser, il y a les enjeux de la moralisation. Comment faire pour que le système se change de l'intérieur et qu'il y ait des exigences de transparence sur les revenus de la finance, et avec tous les coûts cachés qui sont à l'intérieur, mais aussi d'éthique, notamment sur les investissements qui sont faits dans les énergies polluantes ou dans les sociétés qui n'ont pas un comportement sociétal ou humain décent. En fait, on est arrivé, on faisait le diagnostic ensemble lors de la table ronde, dans une société de surconsommation, où on finit par consommer pour consommer, sur des enjeux qui sont même plus, effectivement, d'obtenir un vêtement ou un téléphone ou des baskets, mais vraiment sur d'autres enjeux de plus en plus impalpables. Cette société qui perd un peu le sens des choses et qui s'est déshumanisée vastement avec la digitalisation, aussi le communautarisme qui vient des réseaux sociaux en partie, on voit bien que ce monde finit par perdre un peu son sens. On voit que les enjeux climatiques sont enfin plus devant dans les agendas et que c'est notre humanité tout entière qui est à risque. Donc on est à risque de disparition en tant qu'espèce, on est à risque de perte de sens complète en tant qu'être humain sur pourquoi on est là. Est-ce qu'on est des êtres de consommation uniquement? Et puis on a un système qui lui-même a complètement perdu son sens. La finance fait aujourd'hui une vaste partie de ses transactions sur de la spéculation et non plus sur le financement de l'économie réelle. Tout ça n'a plus grand sens, l'économie ne marche plus,
l'inflation, la déflation ne répond même plus aux critères macroéconomiques de 70 à 100 ans en arrière, tels que l'ont énoncé un Keynes, un Smith ou d'autres économistes. Même ça ne marche plus. On injecte de l'argent dans le système et on n'a pas les résultats escomptés. Bref, je pense que la croisée des chemins, c'est le moment où tout ça mis ensemble serait de proposer un nouveau projet social dont découleraient nécessairement de nouvelles règles qui régiraient l'économie, la finance, mais aussi le niveau d'information qui sont échangés entre les citoyens. Une refonte assez profonde de ces systèmes, mais tous ensemble, et pas uniquement un volet par rapport à l'autre, est aujourd'hui une opportunité, à moins de continuer de manière quasiment mortifère sur le chemin d'une perte complète du sens.